L Sport. Bonsoir à tous, il est 21h36, j'avais annoncé 32, on a un peu de retard mais l'émission d'avant a un tout petit peu dépassé. Et c'est L Sport, votre émission 100% sport, 100% féminin, avec ce soir une équipe de princesses archi motivées, archi combattantes. 3 princesses sur 4, vous le savez, la quatrième actuellement joue la finale du championnat de France de hand sur beIN Sport, donc on peut pas lui demander d'être là en même temps, c'est pas possible. Mais on a quand même un trio de choc avec, pour commencer, mon bras droit, la princesse la plus belle, la meilleure, mademoiselle Émilie. Bonsoir ma petite Mimi, comment ça va? Bonsoir. La pêche? Super. Bah nickel. Notre petite Amé, notre petite footballeuse Amé, comment tu vas ce soir? Bonsoir, tout va bien, merci. Avec ton petit accent chantant, comme d'habitude. Voilà. Voilà. Et la dernière des princesses, alors là, je suis obligé de me mettre à plat, je m'incline, je l'avais annoncé, elle ne croyait pas, notre championne du monde, championne de France et fraîchement championne d'Europe de karaté, demain sur l'équipe 21, mademoiselle Alexandra Rekia. Moi, je dis madame Alexandra Rekia. Bonsoir, Alex. Bonsoir. Ah, Ça tu me va? jettes beaucoup de fleurs ce soir, je Bah non, mais trouve. je suis obligé, tu ne croyais pas, il y a une semaine, je disais, ça va être une balade de santé en Hongrie, tu me disais non, tu vois, mais j'étais Non, pas loin. c'était pas une balade, hein. C'était pas des vacances ce coup-ci? Non, 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 c'était pas des vacances. Dis Pas pas cette n'importe fois-ci. quoi. Pas cette fois-ci, ça arrive, mais pas cette fois-ci. Ce soir, les filles, on va parler d'un sport dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Et pourtant, s'il y a bien un sport qui est un sport français par excellence, c'est celui-là. Pour parler de ce sport, pourquoi ne pas demander à sa plus grande entité de venir nous en parler? Cette dame que vous connaissez tous et toutes est 15 fois championne de France, une fois championne d'Europe, 6 fois championne du monde, 2 fois championne olympique. C'est une porte-drapeau à la fois pour sa discipline et pour l'ensemble, j'ai envie de dire, des sports français. Madame Laura Flessel-Kolovic. Bonsoir Laura. Bonsoir, bonsoir à tous. J'en ai pas trop fait, ça va? Non, ça va. Il en manque encore 3 médailles. Il y a 5 médailles olympiques. Oui. Donc, il n'y en aura plus. Donc, j'y tiens aussi un petit peu. Oui, On voilà. part de loin. Il y en a, tu as tellement eu de médailles en même temps qu'on en oublie à force, j'ai envie de dire. Il y en a tellement eu qu'on n'y pense même pas à toutes finalement. Non, mais c'est du travail, c'est de la sueur, c'est un travail d'équipe aussi. Donc, en essayant de comptabiliser en fait tout ça, ça me permet en fait de dire à chaque fois merci à tous ceux qui ont contribué. Donc voilà. Eh ben, effectivement, oui, un gros boulot et tu es sûrement l'une des athlètes françaises les plus récompensées jusqu'à présent, qui a le palmarès le plus rempli. Merci, je prends ça comme un compliment, oui, oui. Eh ben, Non, c'en est un. c'est surtout 35 années de pratique et 20 ans de haut niveau. Donc c'est vrai que c'est du travail, mais maintenant je suis à la retraite sportive tout au moins et je suis contente en fait de pouvoir en fait échanger avec vous et de féliciter à nouveau cette magnifique médaille au championnat d'Europe à Budapest. Merci, C'est pour c'est Alexandra. super gentil. Et tu as eu 2 médailles d'ailleurs, parce que tu as la médaille d'or donc en individuel et l'argent en équipe. Ouais, mais celle-là, on va pense pas que- en parler, je suis pas contente. Ah, mais ça c'est les organisateurs. Ils t'ont mis 20 minutes de pause entre les deux, c'est juste scandaleux déjà. Non, 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 c'est pas ça, j'étais en forme, c'est pas ça. Mais on n'en parlera pas. Oh non, 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 on peut pas. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Mais bon, quand même, c'est le seul truc qui te manque par rapport à ton année parfaite sinon. Donc faut le dire, faut le dire. C'est vrai. Faut le dire. Alors on va revenir à nos moutons, à nos débats du soir. Premier débat du soir, Laura, pour toi, tu as 2 débats au choix. Tu choisis celui que tu veux. Puisque là, on est cool, tu vois, on t'invite et en plus tu choisis le programme. Donc on peut pas faire beaucoup mieux. Premier débat du soir. Tout quitter pour réaliser ses rêves. Comment faire un tel choix? Faut-il accepter de prendre des risques pour réussir? S'expatrier est-il la meilleure solution? Elsport veut tout savoir. Et le second, moment de désespoir, moment de gloire, le parcours d'une athlète de très haut niveau n'est pas de tout repos. Comment réussir à malgré tout toujours garder la motivation et l'envie d'avancer? Je dirais tout quitter pour réaliser ses rêves. Le tout premier, tout quitter pour réaliser ses rêves, comment faire un tel choix? Faut-il accepter de prendre des risques pour réussir? S'expatrier est-il la meilleure solution? Elsport veut tout savoir et Laura va tout nous dire. Laura, tu es la première concernée finalement par ça. On le rappelle, alors c'est pas vraiment expatrié parce que tu es né en France malgré tout, mais en Guadeloupe, donc dans les îles, au soleil, chaleur, plage.
Et tu as tout quitté pour venir en Et France. famille, et surtout famille. Et surtout famille. Et tu as tout Oui. quitté, la famille, surtout la famille. On a beaucoup de sportifs dans la même situation. Et c'est pas forcément facile à faire comme choix. Et tu l'as fait. Tu as tout quitté pour venir en France avec la carrière qu'on te connaît maintenant. Clairement, est-ce que ça n'a pas été un choix difficile déjà à la base? Ben, je vais vous dire, il faut en fait remonter dans le temps. J'ai été détectée à 14 ans. Je suis arrivée en métropole, je dirais à 18 parce que j'ai fait le choix de repousser et de ne pas en fait rentrer en pôle parce que justement le mot famille avait toute son importance et c'est vrai que certes ce sont les outre-mer mais c'est surtout un déracinement. C'est pas expatrié, c'est déraciné dans le sens où je venais de 8000 kilomètres. Et lorsqu'on est famille de quatre et qu'on se retrouve dans les briques de l'INSEP, justement, il faut s'acclimater à tout. Et je pense que j'ai tout quitté pour réaliser mon rêve qui à la base était national et qui est devenu olympique avec le temps. Je pense que c'est jamais facile et ça n'a pas été facile, mais quelque part le fait de justement rentrer en fait avec les plus grands, les plus fortes, ça m'a permis aussi de réaliser mon rêve très facilement parce que ben, j'ai eu la chance en fait de pouvoir m'inspirer de ceux qui se faisaient de très très bien et mes adversaires et mes coéquipières qui étaient nettement plus fortes que moi m'ont donné en fait, ont créé une émulation. Donc du coup, j'ai eu un rêve et quelque part j'ai échafaudé un plan pour toujours coller en fait à celle qui était plus forte que moi et ça m'a permis en fait de réaliser mes rêves. Eh ben oui, effectivement. Et quelle réalisation, puisqu'on l'a dit, les médailles, tu les as accumulées pendant toute ta carrière finalement. Mais c'est surtout que j'ai eu une carrière à l'inverse je dirais d'une personne normale, c'est que j'ai été double championne olympique sans avoir été championne de France, sans avoir été championne d'Europe et sans avoir été championne du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis rentrée en 96 en équipe, ça ne faisait qu'un an que j'étais en équipe de France senior et donc du coup, j'avais pas beaucoup de références au niveau international. Mais ce que je savais, c'est que comme Carl Lewis, je voulais en fait quelque part rêver en or. Et donc du coup, je suis allée rivaliser avec le niveau international et mon rêve, c'était ça. C'était écouter la médaille, la Marseillaise. Je dirais, peu importait l'effort qu'il fallait mettre, il fallait que j'écoute la Marseillaise et en un an, en fait, j'ai été double championne olympique. Et donc du coup, j'ai réalisé mon rêve et la complexité est venue après parce que je n'étais pas championne de France, ni Europe et ni monde. Donc du coup, j'ai eu une carrière à l'inverse, mais je suis allée chercher tous les titres après. Et en effet, oui, c'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal de choses. On va déjà demander un petit peu faire un tour de table par rapport aux filles pour effectivement avoir un peu leur avis sur tout ça. Toi, Alex, quand tu vois effectivement, parce que je sais que tu as une très bonne amie qui effectivement a fait le même choix plus ou moins le même choix que Laura. Je pense que te connaissant, tu as déjà évoqué cela avec elle. On la recevra bientôt dans l'émission. Rassurez-vous, mais toi quand t'entends effectivement ces histoires de personnes qui viennent de très loin, de 8000 kilomètres, pour tout risquer, tout s'éloigner de tout le monde et finalement venir tenter leur chance en France, qu'est-ce que tu ressens toi par rapport à ça? Bah, je trouve que c'est très courageux de s'éloigner du cocon familial, tout ça. Donc, je leur tire mon chapeau. Après, je comprends tout à fait parce que moi aussi j'ai fait ce choix-là à moindre mesure, bien sûr, parce que mes parents habitent quand même en France. Mais voilà, très tôt, je suis partie de chez moi. 18 ans, je suis partie de chez moi. Bon, certes, c'était Avignon, Avignon-Lyon, c'est pas très loin, mais j'ai quand même choisi de quitter le cocon familial assez jeune pour performer davantage dans ma discipline. Donc, je comprends tout à fait cette démarche, hein. Pour moi, ça me paraît logique. Alors on va poser la question à une autre personne effectivement, à notre petite Amélie Fabriès, qui elle ne veut pas quitter son Aveyron natal. Quoi qu'on lui propose, c'est pas possible. Il faut qu'elle ait du soleil, de la chaleur et l'accent du sud. C'est un peu compliqué, hein. Je comprends, hein. Elle veut pas, non. Monter au-dessus de Rodez, déjà c'est très bas Rodez. Hein. Monter au-dessus c'est pas possible. Hors de question. Et vu qu'en dessous il y a rien, forcément, elle reste à Rodez. Amélie Fabriès, toi quand tu vois le choix des filles d'avoir tout quitté, tout plaqué, leur département, leurs origines, leur accent chantant et leur soleil pour aller tenter leur aventure et leur chance ailleurs,
Est-ce que t'es pas un peu admirative? Mais si, bien sûr que si, parce que c'est vrai que de s'éloigner de sa famille, surtout quand on est vraiment très très famille, c'est compliqué et on doit passer par des moments très très difficiles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas partie parce que j'avais trop besoin de ma famille et je pouvais pas le besoin, enfin, je pouvais pas. C'était comme ça. J'avais un club de foot ici, je voyais pas pourquoi partir ailleurs. Ça m'aurait peut-être pas plus apporté dans le sens où la famille m'aurait trop manqué et voilà. Donc j'ai fait ce choix de rester, puis au final je regrette pas puisqu'on est monté en D1 et puis on est très bien en D1 et voilà. Avec une grande gardienne qui a été nominée aux meilleures joueuses du mois le mois dernier. On ne Mais citera j'ai pas. envie de On ne dire citera. aussi, pardon, on n'est pas obligé de partir si on a tout. Je comprends aussi très bien. Je te comprends aussi très bien. Si on n'est pas obligé de partir, si on a toutes les infrastructures et l'encadrement, je dirais, sur place, moi je suis plus adepte de relancer, de dire aux filles restez le plus longtemps que vous pouvez rester en fait dans le cocon familial parce que psychologiquement le sport de haut niveau est très très dur, l'adversité est rude et lorsqu'on est blessé, ben on n'attend pas en fait les autres n'attendent pas en fait notre tour. Donc c'est un choix, je dirais ce n'est pas qu'un rêve le sport de haut niveau, c'est de la sueur, de la pression, c'est du stress, c'est des dates qu'on nous impose et le rythme est dur et si on a un confort mental non négligeable, il faut rester. Nous, on était obligés de partir parce que l'escrime, c'est un sport de confrontation, 8000 kilomètres. Quand je m'entraînais, il y avait 10, 14 personnes. Lorsqu'on fait une compétition, on approche les 200. Donc forcément, on est obligé à arriver à un certain moment de partir. Mais quelque part, moi, j'ai toujours prôné la vie en club. Ouais. On peut faire. Quand on peut faire, il faut rester. Mais tout à fait. Et c'est le choix qu'Amélie, elle a fait. En même temps, elle aime pas le froid. Donc dès qu'il fait moins de 25 degrés à Rodez, déjà, elle nous appelle, elle fait moi, il fait froid, je viens pas, quoi. On Déjà. est bien dans le sud. Rien que ça, rien que ça. Et elle refuse de monter nous voir s'il fait trop froid chez nous, en fait. C'est à nous de descendre. Donc voilà. Voilà. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Moi, je veux bien Alors, venir en Rodez. eh Ah mais ben, il faut venir, il faut venir. un conseil, Laura, si tu veux aller à Rodez, prends 3 jours, en fait. Parce que si Mais tu vas chez Amélie En fait, Fabriès, ça va être dur. Laura, il me semble que on t'es a déjà eu des venue. compétitions à Rodez et des stages à Rodez. Oui, il me Donc, semblait je bien, oui. connais très bien. Voilà. Ah, Bah, c'est une petite ville. voilà. Mais toi, Laura, tu as vu le côté sportif de la chose. Si tu vas à Chamély, c'est le côté festif de Rodez tu vas trouver. Et c'est un peu plus compliqué déjà à gérer. Nous, on a eu l'invitation pour une journée. On a dit une journée, non 3 jours. Et il faudra 2 jours pour vous en remettre déjà. Donc non, on va éviter. Alors ce que je vous dis pas, les amis, c'est qu'en off, on a une personne ce soir qui est inspirée par le débat et qui chantonne, à savoir ma petite Mimi, qui nous ressort des grands classiques Made in Charles Aznavour en off et qui nous parle de à 18 ans j'ai quitté ma province. Mimi, qu'est-ce que tu nous fais ce soir, Mimi? Bah rien, j'écoute. Ben, justement, t'es inspiré ce soir. Quand tu vois que le choix d'Amélie, le choix d'Alex, le choix de Laura, qu'est-ce que toi tu aurais fait comme choix à leur place pour les mêmes ambitions? J'aurais été au soleil. Ouais, toi, J'aurais été jouer chez les Rafettes. toi, t'aurais été à Rodez, mais oui. Ouais. Forcément, en même temps, Alex et Laura, elles sont montées du chaud pour aller vers le froid, et Amélie, elle rêve plus de rester aller plus loin que le chaud. Donc toi, tu serais fait comme elle, tu serais descendu finalement. Un troisième choix. Bah c'est pas ça, mais quand t'as quelque chose qui te tient à cœur et une ambition personnelle, professionnelle, quelque chose qui te tient à cœur, après, si la famille est présente déjà sur place et qu'elle t'aime vraiment, elle te suivra aussi, pas forcément physiquement, mais elle t'aidera aussi à distance. Donc, je comprends tout à fait que ce soit Amé ou Laura ou Alex, je comprends tout à fait les démarches. D'accord. Alors, il y a une personne effectivement qui est maintenant une ancienne athlète, mais très récompensée aussi elle-même, à savoir Marie-Josée Pérec, hein, qui a développé, enfin, qui souhaite développer dans les îles des vrais pôles de sportifs. Est-ce que tu as entendu parler de ça, Laura, ou pas du tout déjà? Mais en fait, aujourd'hui, Marie-Jo, elle est la présidente de la Ligue de la Guadeloupe. Tout à fait. Et elle a à cœur, en fait, de développer, gérer les relations, gérer les ultramarins. Et oui, nous avons en fait des très bonnes infrastructures en Guadeloupe, puisque je suis aussi guadeloupéenne, donc je le suis aussi.
et nous avons en fait des infrastructures qui pourraient recevoir, je dirais, non pas que l'athlétisme, mais tous les sports aujourd'hui. Et donc du coup aujourd'hui, elle sur l'athlé, elle s'y attelle. Et je pense que c'est une athlète de haut niveau, elle réussira. Ah bah, je pense qu'elle réussira effectivement, et c'est vrai qu'elle a été élue donc il y a peu de temps, donc avec la quasi-majorité des suffrages, 84%, donc c'est un plébiscite, et qu'elle a vraiment la volonté de développer des vrais pôles sportifs dans les îles, donc en outre-mer, et notamment donc dans la sienne. Et ça peut effectivement être une bonne chose, puisqu'on sait que l'athlétisme est beaucoup issu des départements d'outre-mer. Donc on le sait moins, si j'ai envie de dire, c'est moins courant pour d'autres sports que pour l'athlétisme, mais on en a malgré tout des personnes aussi autres qu'un athlète. Par exemple, toi Laura, ou Anne-Caroline Graff en taekwondo, ou Lucie, par exemple Lucie Ignace en karaté, qui sont issus de l'outre-mer et qui ont des très très bons résultats une fois arrivés en métropole et sous l'étendard de l'équipe de France. Mais en fait, les outre-mer, ce sont des pépinières, en fait, des pépinières de sportifs. C'est vrai qu'on parle de nous, mais on a vu aussi, j'ai envie de faire un petit clin d'œil à la Guyane avec Malia Metella. On a des néo-calédoniens, je dirais, avec 42. C'est vrai que on a eu la chance d'avoir des collectivités locales et régionales qui nous ont fait plaisir, qui nous ont fait confiance. Et quelque part, on a un peu, je dirais, en toute modestie, on a un peu ouvert je dirais, le chemin, et ça fait que derrière les jeunes poussent, et aujourd'hui, on est un peu, dans le football aussi, on a eu de beaux champions. Donc forcément, le résultat fait que ça donnait envie, et là, j'espère que le foot féminin suivra aussi le chemin. Et que justement toutes ces joueuses de football viendront aussi dans dans les outre-mer pour susciter l'envie et susciter l'envie, voilà. Donc Un on puisse petit en peu à voir l'image que ce que les garçons avaient fait finalement. oui, parce que ne serait-ce que au sein de l'équipe de l'Olympique Lyonnais, nous avons en fait des représentantes en fait des outre-mer. Donc voilà, on essaye d'être représentés partout, et c'est vrai que l'escrime c'est pas commode dans les Antilles, mais on a quand même pas mal de bons escrimeurs qui percent maintenant. Et pas mal de très jeunes escrimeuses, entre autres. On en a vu pas mal ces derniers temps sur les réseaux sociaux, qui sont en équipe de France, qui sont très jeunes et qui pourtant ont un potentiel absolument énorme. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les jeunes générations maintenant se donnent corps et âme à leur sport en gardant la tête sur les épaules et ont des résultats de plus en plus enviables, j'ai envie de dire. L'escrime c'est un sport en fait de maturité. Donc on est à 20 ans, on est en fait les jeunes poussent à 25 ans, on commence à avoir de la maturité, si bien qu'on voit des sportifs qui excellent entre 30 et 40 ans. Donc c'est pas du tout comme la gymnastique où on arrête à 18 ans. À 18 ans, on est des poussins. Donc il nous faut, c'est un jeu stratégique tant mental que physique. Donc lorsqu'on arrive à 30 ans, on arrive à avoir, je dirais, un bagage tactique, technique très important. Et donc, du coup, on est amené à échanger, à tirer avec, je dirais, des fois, une différence de 10 ans, de 15 ans, voire de 20 ans. Et c'est vrai que, à la fin de chaque Olympiade, il y a des départs. Et justement, ça permet aussi de pousser les jeunes à marquer leur territoire. Et là, on a eu, en fait, il y a 15 jours, une très belle victoire de Daniel Gérand au Louvre sur une Coupe du Monde. C'est un jeune seigneur épéiste, et il a à peine 23 ans. Donc, avec, je dirais, cet échange de génération, on a gagné. Là, les jeunes, ils ont gagné 10 ans. D'accord. Alors, est-ce que toi, Laura, tu conseillerais éventuellement aux personnes d'outre-mer vraiment de tenter leur chance, ou plutôt de prendre le temps de la réflexion avant de faire une erreur? Parce là, on parle forcément que des réussites, mais il y a forcément eu aussi des échecs quelque part. Et je veux vous dire, dans le sport, c'est 20%. On parle de 20% de réussite. Le reste, c'est d'échecs, et c'est aussi pour ça que dans notre discipline, on parle pas de reconversion professionnelle, on parle de carrière professionnelle en parallèle, même si c'est en dents de scie, même si on arrive à avoir des CUP, certaines personnes prennent des années sabbatiques à l'avant-veille des Jeux, mais on a un équilibre, je dirais, professionnel.
et ce qui fait qu'on est libre après de durer dans le temps. Et cet équilibre fait que on dure longtemps et nos jeunes ils arrivent un peu aguerris sur des Jeux olympiques. Donc nous on a cet équilibre qui fait que oui je conseillerais à un jeune de se lancer, mais j'ai envie de dire il faut arrêter de rêver. C'est 80% d'échecs et 20% de réussite, donc il faut aussi inciter le sportif à travailler en parallèle, ne pas décrocher à l'école, et s'il n'est pas littéraire, peut trouver aussi, je dirais, des études qui permettent en fait de se faire plaisir pour continuer son sport. Alors, pour conclure ce premier débat, donc Alexandra Reka, Ouais. notre petite karatéka qui demain sera sur l'équipe d'1T1 entre 19h30 et 19h45 à ne pas manquer. Direct, toi je fais ta pub en plus au passage, tu vois. Ouais, t'es top. Mais j'aime bien Gaël en même temps, donc je suis obligé de faire sa pub aussi pour le grand journal de l'équipe, je suis obligé. Alex, toi tu conseillerais aux jeunes de tenter leur chance ou de attendre un petit peu et quitte à rater quelque chose? Toi qui as fait le choix de partir. Je dirais qu'il faut tenter sa chance, mais pas non plus trop tôt. Faut attendre d'avoir une certaine maturité, d'avoir une certaine autonomie et d'être certain de ce que l'on veut. Voilà, partir à 15 ans de chez soi, ça a aucun sens, surtout aussi loin. Après, voilà, à partir de la vingtaine, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, faut être certain des enjeux, des inconvénients, des contraintes, et faut avoir un mental à toute épreuve et tout simplement être prêt. D'accord, donc toi qui connais effectivement très bien par exemple Lucie retourne très fréquemment par exemple dans son île. Mais tu sais que Lucie, elle est tout le temps dans son île en fait, Et hein. oui, tout le temps, elle revient en France que pour les compétitions. Oui, Elle a fait le choix de rester là-bas, de revenir que au moment où il faut finalement. ouais, voilà, c'est ça. Non, non, elle est très bien là-bas. Elle a un super cadre d'entraînement et puis pour l'instant, ça lui réussit. Elle a pas besoin de se déplacer et de rester en France, donc voilà, tant mieux pour elle, tant mieux pour elle. En même temps, elle reste, elle est encore jeune, elle a encore besoin de sa famille, donc On en parlera avec elle prochainement de tout ça. oui. Mais c'est vrai. Rappelle-nous juste le surnom que tu lui as donné sur une photo il y a pas longtemps. C'est Maréu. Non, c'était autre chose, ça veut dire autre chose. Ah bon? Oui. Dans cette photo, on la voyait assise au pied de son lit dans la chambre d'hôtel. Tarde. Ah, c'est ça, voilà. Non, c'est ça. On voit tout l'amour que tu lui portes, c'est génial. Mais si, je l'aime tellement. Mais oui, je sais bien, je te chambre. Amélie Fabriès, Oui, Marafette, oui. Marafette. Toi, tu conseilles rejoindre de partir ou de faire comme toi de rester dans leur petit cocon familial? Ah, restez. Non, après, comme je suis d'accord avec les filles, comme disaient Laura et Alex, il faut quand même être prêt avant de partir de chez soi et mentalement, il faut être costaud, je pense, quand tu pars et savoir ce que tu veux vraiment. Donc, il faut être très très motivé et à partir de là, il y aura pas de souci à mon avis. Non, Donc, moi je l'ai pas fait. Pourtant, j'étais motivée, je l'ai pas fait, mais voilà. C'est quelque chose que les gens ils doivent bien y réfléchir et pas faire ça sur un coup de tête, quoi. c'est vrai que toi, les seuls déplacements que tu fais, les seuls moments où tu quittes Rodez, c'est pour aller à Toulouse. Donc, on peut pas dire qu'il y ait Non, beaucoup de distance. arrête. On peut pas dire qu'il y ait beaucoup de distance en même temps, j'ai envie de Pas dire. chambre. Oui, mais Oui, les toujours en chambre. méchants. Mais toujours. On s'aime beaucoup, on s'aime beaucoup. Alors Mimi, elle a eu un petit problème technique, elle va revenir tout de suite. On va tout de suite passer au débat 2 si vous êtes d'accord. Et là, on va pouvoir parler d'escrime, parce que moi, ça me botte d'en parler. J'ai vraiment envie qu'on en parle. L'escrime, c'est un sport 100% français. Déjà, il faut le savoir. Grand pourvoyeur de titres en tout genre, et pourtant, on n'en parle pas, à part aux Jeux Olympiques. Et encore. L'escrime est-elle vraiment réservée aux élites? On a un petit peu l'impression que l'escrime c'est réservé qu'à une certaine classe de population. C'est un cliché, c'est faux. Mais on va en parler juste après. Et le sport fait tomber les clichés avec Laura. Laura, l'escrime, c'est un truc 100% français quand même. C'est quand même le sport par excellence made in France. Alors, l'escrime, c'est pas un sport 100% français. L'escrime, en fait, c'est une discipline, en fait, un sport de combat où on parle, en fait, quand on dit 100% français, non, le français, et c'est la langue officielle à l'escrime. C'est pour ça qu'on a tendance à faire le raccourci 100% français. Non, c'est la langue officielle, c'est le français. Donc tous les pays sur les grands événements, entre autres les Jeux Olympiques, mais sur tous les championnats d'Europe, les championnats du monde, on est obligé de parler le français et on travaille pour ne pas perdre en fait cet avantage. Après, c'est le plus gros pourvoyeur aujourd'hui
malgré, je dirais, le manque de médailles, mais j'y reviendrai par rapport à Londres. Aujourd'hui, c'est depuis la naissance des Jeux Olympiques modernes, nous sommes le plus grand pourvoyeur de médailles, mais nous sommes restés un peu trop sur nos acquis. Donc il faut travailler, il faut s'ouvrir au monde, il faut travailler avec les pays étrangers qui aujourd'hui nous ont dépassés. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, on disait que l'escrime c'était un sport avant tout réussite européenne. Mais on a été copié, décrypté, analysé et dépassé. Parce que les autres continents sont venus, se sont expatriés. Tout devrait bien se passer. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Non, mais non, on n'est pas sur la messagerie de Laura Flessel. On va la rappeler tout de suite. Amé, tu es dans le secteur? Alex, tu es dans le secteur? Moi, je suis là. Oh, mais toi, tu Moi aussi, je suis là. Vous êtes Ça a bon. coupé, Oui, mais- Laura. Non, il y a eu un petit bug technique. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est un petit bug Alors, je technique. ne sais plus où j'en étais. Eh ben, Mais- tu nous parlais des nations émergentes qui ont fait le choix de s'expatrier pour réussir dans l'escrime. Voilà. En fait, les nations ont fait comme je dirais le continent asiatique, le continent Amérique latine, les Africains, ils sont venus en fait en France, ils sont venus en Europe et ils ont fait un peu le tour de l'Europe. Et donc du coup on a rencontré des Vénézuéliens parlant polonais, russe, français, italien. On a rencontré des Tunisiens, Algériens et qui sont venus, qui ont fait le tour du monde, enfin le tour de l'Europe et qui ont été médaillés. On a vu une équipe des États-Unis brillante. On a eu aux Jeux Olympiques un champion olympique vénézuélien. On a eu un médaillé olympique égyptien et des médaillés, je dirais, coréens, chinois. Donc en fait, l'Europe s'est fait dépasser. Et c'est vrai que la France a eu, je dirais, un zéro pointé, mais l'Italie, qui est une grosse nation, a souffert. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est un problème européen parce que on est resté sur nos acquis, on s'est fait voler la vedette. Mais j'ai envie de dire, nos Français, pour revenir au niveau national, on s'est fait aussi surprendre et dans l'équipe en fait de France, il y avait 9 sur 13 personnes, il y avait 9 nouveaux. Donc eux aussi, ils avaient à cœur de très bien faire, pas médailler du tout, et je pense qu'il y a eu une recrudescence de tout, de pression, d'envie de bien faire, l'envie de briller. Fort des championnats d'Europe et des championnats du monde, ils sont venus, je dirais, conquérants, et aux Jeux Olympiques, c'est une compétition, je dirais, qui n'a rien à voir. Tout se fait en fait avec une recrudescence de tout, et si on n'a pas les nerfs solides, on craque et ça donne un résultat, je dirais, négatif. Mais j'ai envie de vous dire, ces champions, ils ont été déjà médaillés olympiques, européens et au monde, et je pense qu'ils seront prêts. Et on a vu déjà dès le début de la saison, ils brillent après jeu. Donc ça veut dire que, et j'espère, et c'est tout le mal que je leur souhaite, c'est qu'ils brillent à Rio avec l'expérience qui leur a manqué à Londres. Ça devrait aller. C'est vrai qu'à Londres, on peut pas parler d'un grand parcours des escrimeurs. Non, je reconnais. Mais j'ai envie de vous dire. J'ai pleuré. Le fort de l'escrimeur, c'est de rebondir très vite. Et ça, c'est le fort aussi de tous les champions. Et donc du coup, on n'a jamais connu. Et je vais vous dire, la natation est passée par là, le judo est passé par là. Ils ont eu des zéros pointés. Et aux Jeux de Londres, ils étaient présents avec une radia de médailles. Donc, on va faire comme eux, on va se remonter les bretelles, on va travailler 2 fois plus parce qu'il faut aussi une intégrité personnelle, donc il faut une réelle volonté de travailler, de se faire mal et d'arrêter de se lamenter pour un oui, pour un non, mais surtout de travailler comme les filles elles font aujourd'hui. Il faut travailler 2 fois plus parce que au jeu, c'est 2 fois plus dur. Alors, Voilà. moi, je t'avoue, Laura, qu'au niveau des jeux, j'ai pleuré dans les escrimeurs, et devant une escrimeuse en particulier qui m'a fait couler les larmes. Ah, c'est pas souvent quand même. Mais quand je t'ai vu, après ton dernier combat, j'ai pleuré comme toi, tu vois, comme tout le monde, parce que c'est obligé, quoi. C'est mythique. C'est mythique. Ça fait mal. Ça fait mal.
ça fait mal, mais en même temps, ben bon, je souris, mais c'est vrai que hier, il y a une dame en fait qui faisait son shopping. Elle m'a regardée, elle m'a dit, vous m'avez fait pleurer. J'ai dit, je suis désolée. Mais en même temps, c'est la folie et la magie des jeux en même temps. Et c'est vrai que j'avais à cœur de porter les couleurs. Et je pense que j'ai porté les couleurs de la France jusqu'au bout, jusqu'à la dernière touche, jusqu'à la dernière larme, parce que les Jeux, c'est magique. Et c'est vrai que j'ai fait 5 Jeux Olympiques, ça fait 5 médailles. Je voulais encore gagner une 6e et j'étais pas loin, mais je suis tombée sur la championne d'Europe en titre et elle a rien voulu entendre, donc elle m'a ravagée. Mais c'est vrai que quand je mets la dernière touche, que je suis sur la piste, je sais que c'est la dernière touche et qu'il n'y en aura plus. Mais je suis restée 2-3 secondes sur la piste et j'ai humé et je me suis dit bon, maintenant retiens-toi, contiens-toi, sors la tête haute. Oui, j'étais fière de ce que j'avais, j'ai tout donné et j'ai toujours montré en fait une image d'une combattante et en fait lorsque je suis descendue de la piste, en fait c'est les 25 ans, c'est les 35 ans qui sont passés en une fraction de seconde dans ma tête. Et je me suis dit, mais voilà, t'as mis la dernière sueur. Et en fait, il y a eu un feedback. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en métropole, j'étais la Laura de la Guadeloupe. Et quand j'ai quitté, j'étais la Laura capitaine de l'équipe de France. Mais c'est surtout qu'il y avait tout le monde qui était debout dans les gradins et qui ont applaudi. Et vraiment, je me suis dit, ok, et je l'avais dit, je suis prête à pleurer. Bon, voilà, c'était des larmes de revoir, pas d'adieu. Mais c'était surtout des larmes de remerciement parce qu'il y avait plein d'images qui passaient dans ma tête et là je pouvais plus en fait mettre le stop et les larmes sont sorties parce que ça a été une année dure pour tout le monde, mais c'est vrai que quelque part je faisais des adieux et c'était magique, donc faire des adieux sur des jeux c'est inespéré, donc voilà, j'ai fait 5 fois et j'étais fière en fait devant ma fille, puisque ce qu'il faut savoir c'est que à Athènes elle avait 3 ans et elle voulait absolument que je finisse, qu'elle voie en fait, qu'elle vive les jeux, et lorsque je l'ai vu, c'était mort quoi. Là c'est la maman qui pleurait et ma mère est venue, elle m'a dit arrête de pleurer, et finalement j'ai pleuré une fois plus, j'ai fait ouais, j'ai besoin des câlins de ma mère, voilà. Nous aussi on a pleuré. Magique. Voilà, on va passer un petit peu avec les filles. Alex, on va pas te parler de Jeux Olympiques. On va pas te fâcher tout de suite. Non, on va éviter quand même. On va éviter. Ouais. Peut-être à Rio, après tout. Pourquoi pas? Pourquoi On pas? croise pas. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Poque les doigts, mais on croise tout ce qu'on peut croiser, hein, je te rassure. Toi, Alex, quand tu vois effectivement le palmarès de Laura, tu la connais de réputation, tu vois son palmarès, tu vois le palmarès de l'équipe de France d'escrime. Est-ce que tu as du mal à comprendre que ça soit aussi peu médiatisé finalement? Non, parce que tout simplement, tout tourne autour du foot, du rugby, du tennis, et du puis karaté. c'est dingue. J'ai regardé l'équipe du dimanche. Il y a 10 pages sur le foot, 4 pages sur le Paris Saint-Germain pour nous parler de trucs, mais dont on s'en tape clairement. Et voilà, il y a eu les championnats d'Europe de karaté à Budapest, il y a eu la Coupe du Monde de pentathlon moderne à Budapest, et voilà, il y a eu 4 bovines dessus. Je trouve ça désolant que les médias ils fassent pas d'efforts pour essayer un peu de se diversifier, de s'intéresser un peu à d'autres disciplines qui, selon moi, sont porteurs d'autres valeurs. Mais bon, ça c'est un débat sans fin après. Tu le sais. Qu'on a souvent d'ailleurs. Oui, très souvent. Mais, très souvent, c'est vrai. Mais tu te plains, mais en même temps, toi, t'as quand même eu un bel article sur toi. Oui, c'est sûr, mais voilà, il y a mon regret, il n'y a pas de photo, c'est en bas de page, non, je suis contente, c'est sûr, c'est bien déjà qu'ils commencent à inclure un peu de karaté. Mais voilà, je parle pas forcément que du karaté. On y retrouve toujours les mêmes sports. C'est bon, 10 pages sur le foot, on en voit à la télé, on en entend parler à la radio, on en voit sur les papiers, sur les journaux. C'est bon, à un moment donné, parlez-nous d'autres choses. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Ah oui, c'est sûr. Et pour faire plaisir à Amé,
pas de foot féminin. C'est vrai. Non, mais je suis tout à fait Et en d'accord. même temps, on J'ai en fait parle du foot, beaucoup. mais je suis tout à fait d'accord. À un moment donné, c'est bon, on en voit toute la journée du foot, ces garçons à la télé et parler d'autres choses. Ben, cette semaine, on parle beaucoup de foot féminin pour des faits, on va dire, d'arbitrage. On en parle, hein, mais Bon, on en parle où? Sur bah, Elsport. entre autres sur Internet. Et Ils en ont même après, parlé à l'équipe, tu vois. comme dit Alex, on voit pas de belles choses à la télé. On voit le PSG qui déborde dans Paris. Bon, c'est tout. C'est pas du sport, ça. Mais en même temps, les C'est filles, dommage. si on parlait de vous à la télé, on n'aurait plus aucune utilité, nous. En même temps, Voilà. vu Non, comme ça. ça serait encore plus mis en avant parce que c'est vous qui avez lancé l'envie de parler de sport au féminin. Non, non. Peut-être, je ne sais pas, mais c'est vrai que le jour où ça sera le cas, Je dirais 10 pages, 10 lignes, c'est rageant. Après, c'est l'offre l'offre et la demande, et là on part. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai fait une discipline où tout le monde me disait que c'était un sport dit non médiatique, et quelque part avec les réussites, avec la réussite, avec la complicité de médias, ben on parle. Aujourd'hui, je suis avec vous parce qu'il y a des résultats, mais parce que aussi j'ai su, je dirais, travailler avec les médias, j'ai su fidéliser de par ma curiosité, je dirais, extra-sportive. C'est vrai que j'aime le sport avec un grand S. J'aime bien savoir ce qui se passe dans les autres disciplines. J'aime aller voir l'envers des décors dans je dirais, dans les compétitions, que ce soit au karaté, parce que j'étais à Bercy lorsqu'il y a eu des championnats du monde, sur les matchs Juvisy, la finale Juvisy OL, j'aime le foot, le hand, et c'est vrai que c'est rageant de voir que c'est peu médiatisé, mais j'ai envie de vous dire, j'ai quelque part avec ma curiosité, j'ai suscité en fait l'envie. Je me suis créé une structure professionnelle qui a su développer mon image parce que j'avais des messages à faire passer, que ce soit dans le tissu humanitaire, associatif. Et lorsque j'ai terminé, eh ben oui, le sprint c'est un sport peu médiatique avec une mauvaise communication au sein de la fédération, mais voilà, il faut travailler 2 fois plus pour prouver. Et je pense que avec mon mari qui est dans les médias aussi, et qui est journaliste, on a su essayer de tirer profit. Et j'ai envie de vous dire, l'escrime, moi je suis issue d'une famille tout à fait modeste, et lorsqu'on vous parliez, oui, on a le cliché du sport pour élite, mais j'ai envie de vous dire, ça s'est démocratisé comme le golf, comme le tennis. L'escrime, c'est un sport qui véhicule des valeurs d'intégration, de cohésion. On a des codes de valeurs qu'on respecte. Lorsqu'on rentre dans une salle, la plupart du temps, on vous voit le maître d'armes. On a de la rigueur, mais on a du plaisir à partager, et on se dit pas, ah oui, tu viens d'où? Non, tu tires et tu te fais plaisir. Les séries, les premières séries de Zorro en noir et blanc, moi j'adore ça. Donc voilà, moi j'en rougis pas. Oui, ça m'a amené, et voilà, ça m'a permis aussi de découvrir l'escrime moderne, et aujourd'hui pouvoir aller générer en fait l'envie, la pratique tout simplement du sport. Et avec mon mari, on a créé une association, et le but c'est d'amener, en fait, faire un mini tour de France et amener du matériel dans les clubs naissants ou en zone géographique difficile pour... Non. Et c'est vrai que rouge et vert, en fait, je vois que c'est un passionné d'épée, parce que les deux lampes, c'est l'arme en fait que je pratique, et c'est pas difficile je dirais, à la compréhension. Donc c'est déjà beaucoup plus sympa. Voilà. T'as des sports où tu sais pas trop ce qui se passe, comme en karaté, Alex ou en judo, t'attends 30 secondes dans le suspense en disant qu'est-ce qu'il va dire. Là au moins on sait direct, tu vois. Direct on a la couleur qui scintille, on sait, voilà. Et la seule question que j'ai envie de dire c'est aujourd'hui, il y a plus Laura, il y a plein d'autres sportifs, et je vous invite à continuer à les suivre parce qu'ils sont bons, et que ce soit au fleuret ou à l'épée au sabre, où ils sont en train d'ailleurs l'épée qui sont partis au Brésil, il y a une Coupe du Monde, et j'espère qu'elles vont passer la 4e ou à la 5e vitesse pour essayer de gagner, puisque elles sont quasi à la fin de la saison, et il va avoir
pour rentrer en équipe et faire ces fameux championnats du monde pour que j'aille les voir à Budapest. Mais ils font tous ces Hongrois, c'est pas possible. Pardon? Ils font tous ces Hongrois, pentathlon, karaté. C'est une grosse escrime. nation du sport, oui, c'est vrai. Ils font tout là-bas. Mon petit duo de princesse, la fidèle, Amé et Alex, vous en dites quoi? L'interview décalée, ça vous tente tout de suite? Bah, tout à fait. Continuons l'émission. Eh ben, c'est parti, les filles, à vous de jouer. Alex, est-ce que tu as une question? Je te laisse commencer. Oui. Ouais, je voulais savoir quel était, Laura, ton moment préféré, si c'était ta médaille d'or à Atlanta ou si c'était ton entrée en tant que porte-drapeau à Londres. Non, je reste une compétitrice dans l'âme. Le moment sur je dirais sur l'aspect sportif, le moment le plus attendu, je dirais pour un Olympien, c'est d'entendre la Marseillaise. Donc pour moi, ce qui compte entre les deux, ça reste le doublé en or aux Jeux Olympiques d'Atlanta, sachant que c'était la première fois qu'il y avait de l'épée dame aux Jeux. Donc première apparition sur les deux tablettes individuelles et par équipe. Il y a mon nom, donc limite en 97 j'aurais pu arrêter. En revanche, je dirais c'est très important aussi d'avoir en fait quelque part terminé les Jeux, je dirais intégré dans une équipe de France olympique en tant que capitaine d'équipe, parce que pour notre discipline qui je dirais qui vit, je dirais aussi avec je dirais cette référence olympique et c'est un volant médiatique important pour ma fédération. C'était une reconnaissance à travers toutes les, je dirais à travers la période olympique. Donc pour ma fédération, j'étais très très fière. Pour mes parents, parce que c'est un travail, c'est une réussite en fait collective et j'intègre en fait mes parents, mon club, pour mes entraîneurs, non pas le dernier, mais tous les entraîneurs. Pour moi, c'était un moyen de leur dire merci de la confiance, parce que si je suis là, c'est aussi grâce à vous. Et avant même d'avoir une médaille ou penser à une médaille, pour moi c'était vraiment une des choses importantes. Et après, le troisième point par rapport à moi, j'étais fière parce que lorsque je suis arrivée, je dirais courant 90-91 en métropole, on parlait beaucoup des générations Black Blanc Beurre, et on a montré en fait à Londres qu'on était une équipe de France intergénérationnelle, pluriethnique, mélangée entre les amateurs, les professionnels, avec le foot, avec le hand, avec le basket. On a vu des basketteurs en NBA pleurer parce qu'ils avaient raté, et ça c'est une image. En étant capitaine d'équipe, j'étais fière, et j'ai envie de dire oui, on a eu des médailles, mais on a eu aussi de belles histoires je dirais lors des Jeux. T'es pas contente, mais le foot féminin fait 4e pour une première participation. J'espère qu'à Rio il y aura médaille, mais pour nous c'était aussi, pour moi c'était une fierté de pouvoir voir en fait des équipes féminines tant au basket qu'au foot présentes aux Jeux Olympiques, parce que la médiatisation, je dirais, c'est 13%. On parle du sport au féminin sur l'année sur 13%. Et 13%, grâce à vous, on en a parlé beaucoup plus. Le hand féminin, le foot féminin, le basket féminin, vous étiez à l'honneur. Et quelque part, on a pleuré aussi je dirais, par rapport à cette 4e place. Mais j'étais fière en fait de pouvoir voir encore plus de femmes en fait au sein de cette équipe de France, et on a eu des belles médailles comme celle de Camille Muffat. Donc en tant que capitaine d'équipe, j'oublierai jamais. C'est vrai qu'on a eu pas mal de médailles surprenantes. Camille Muffat, c'était pas une surprise, mais par exemple Émilie Fer, c'était une belle petite surprise, par exemple. Il y a des histoires. Il y a Anne-Caroline Graff qui arrive, elle remplace au pied levé Gladys Epang. Elle finit médaille de bronze aux Jeux Olympiques. En gros, elle a eu moins de mois pour se préparer, vraiment. Lorsqu'on connaît l'histoire de la famille, ils n'étaient pas au courant, et que finalement ses parents se mettent à vendre des t-shirts pour essayer d'acheter des billets pour venir au jeu, et finalement c'est la première médaille tahitienne.
si, c'est merveilleux. Et lorsqu'on regarde tout ça, ben, j'étais comme une petite fille gamine à prendre des photos avec tout le monde pour ne jamais oublier. Et ça, il n'y a qu'au jeu qu'on voit ça. On mélange, on chambre les grands, les petits. Et d'ailleurs, l'image, elle a été un peu décriée, mais moi, j'adore cette image de cette équipe de foot qui rentre dans le stade olympique. C'était magique. Amé, une question? Oui, mais j'en ai plein de questions pour moi. Vas-y, fais-moi rêver. Quel a été ta plus grande adversaire durant toute ta carrière, Laura? Alors, ma plus grande adversaire. Alors, l'escrime, il y a plein de pays. Il y a plein de pays qui sont forts. Mais mon adversaire, je dirais, la plus coriace, c'était moi. Parce que c'est un sport de combat. Et en fait, mes adversaires, on les connaît. On se voit régulièrement. On s'entraîne. Des fois, on est adversaire, sparring partner d'un jour. Mais on peut les étudier, on étudie les jeux, on connaît la culture de cette personne, on connaît les coups forts, on connaît les faiblesses, mais en l'occurrence, nous, on se prépare et si on n'amadoue pas correctement la pression ou la peur, eh ben on perd. Et en fait, mon grand adversaire, c'était moi. Soit je voulais trop faire, soit je voulais pas assez faire, soit j'avais peur. Et à chaque fois, j'étais obligée de faire attention à ma préparation. Et avec le temps, au début, j'ai créé la surprise. Mais après, une fois qu'on nous connaît, ben on est décrypté, analysé. Et donc, du coup, j'étais obligée en permanence, en fait, à me remettre en question, à aller chercher dans d'autres disciplines ce qui me permettrait, en fait, de rester encore au niveau et à m'inspirer de sport collectif, m'inspirer, en fait, de sport individuel dans le sport de combat, comme le karaté. J'ai été initiée, j'ai fait un petit peu d'MMA pour chercher le chaos vis-à-vis en fait de mon adversaire parce que c'est un rapport de domineur-dominé. J'ai essayé de tirer profit en fait de l'expérience je dirais des champions comme Gilles Cherdieu, des champions comme Carambeu, voilà parce qu'il y avait l'humilité, comme Jackson Richardson, il y avait de la folie. En fait, en permanence, il fallait que je sois curieuse pour rester et donc du coup mon adversaire c'était moi. Le gros, la bête noire, c'était moi. Ça se comprend. Tu vois, honnêtement, Laura, j'en étais presque sûr que tu allais répondre ça, en fait. Je m'en doutais. On peut pas avoir une telle carrière sans penser ça, en fait. C'est pas possible. Moi, j'ai toujours accepté l'adversité. J'ai accepté la surprise. J'ai accepté de perdre pour apprendre à la gagne. Mais j'ai toujours été très, très dure avec moi. Donc je pense que si j'ai été aussi dure avec moi, c'est parce que quelque part j'avais peur de faillir et donc du coup j'ai été une grosse besogneuse et voilà, on m'a aimé, on m'a jalousé, on a essayé de me détruire par le mental, mais voilà, je savais que si je résistais au déracinement et à l'éloignement par rapport à ma famille, je pouvais résister et je pense que je suis entrée dans une grande famille de sportifs et ils m'ont amenée et dans l'adversité, je me suis créée, en fait. Très bien. Alex, une question? Non, je suis bouche bée par tout ce qu'elle dit. Ouais, c'est tellement admiratif, en fait, que je suis comme un enfant ce soir. Je vous cache pas, je suis comme un enfant. J'avais oublié de vous dire que j'étais bavarde. Non, c'est pas ça, mais c'est que voilà, enfin, que ce soit Alex, Amé ou moi, on est tous assez jeunes, on a tous grandi à travers toi et tes exploits finalement. Et ce soir, c'est un petit peu un rêve pour nous de t'avoir avec nous. On a reçu Asia Elanouni il y a pas longtemps, qui a un palmarès absolument monstrueux. Mais en fait, c'est la première, en fait, c'est la médaille, la sportive la plus médaillée en mélangeant le sport paralympique et olympique. Oui. Tout à fait. Et après, c'est toi. Ouais. Et oui, et pour les deux. Non, les filles, maintenant, c'est à elles de passer, voilà, de travailler, et comme ça, moi, je vais vous suivre et je vais vous supporter et limite, j'avoue, je peux verser des larmes parce que j'ai la larme facile quand j'en stage. Oui, nous aussi. On l'avait pour Alex samedi soir, par exemple. Et ça, faut pas lui dire, après, elle va être contente. Amé, une question? Alors oui, écoute, je vais poser mes questions. C'est une question de Josiane cette semaine ou pas du tout? Josiane, non, n'est pas venue cette semaine, D'accord. désolée. D'accord, vous avez juste en tête.
Alors, j'ai une question de John. Est-ce que être gauchère, un sport de combat, alors j'arrive plus à le lire, C'est est-ce un avantage ou un inconvénient? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est il y avait très peu, à l'époque, il y avait beaucoup de gauchers, en fait, il y avait beaucoup de droitières, et très peu de gauchers. Donc, en fait, on créait la surprise. À l'entraînement, on peut s'entraîner avec les garçons. Donc, c'est pour ça que je vais parler en mixte. Nous étions en minorité. Donc, lorsqu'on travaillait avec des droitiers et des droitières, on créait la surprise. Et c'est vrai que c'est un sport de rapidité, de précision, et le fait en fait de tomber sur pour nous des droitiers, pour nous c'était un peu comme l'entraînement. En plus de la compétition, il y a le stress, donc l'envie, mais on est habitué à avoir en fait à être en fait à l'opposé de gérer de l'adversaire. En revanche, pour un droitier qui n'a pas l'habitude de travailler avec des gauchers, eh ben c'est par effet miroir, il doit repenser à tout ce qu'il doit faire, mais à l'envers. Donc, ce laps de temps nous permettait de créer la surprise. Et donc, pour contrer en fait cette stratégie de la minorité, les entraîneurs sont devenus ambidex. Donc, ils donnaient la leçon aux droitiers des deux côtés pour essayer de restreindre en fait ce moment de surprise qui peut perturber effectivement. Donc, plus avantage quand même. Oui, c'est un grand avantage. Et il y a une période en 96, lorsqu'on regarde le tableau final des jeux, sur les 8 finalistes, il y en avait au moins 5 qui étaient gauchères. Donc effectivement, ça maintenant ça a changé, mais pendant longtemps ça a été un net avantage. D'accord. Est-ce que ta fondation Ticolibri fonctionne toujours? Alors enfin c'est pas une fondation, c'est une association. Ouais. J'ai créé en étant athlète l'association Ticolibri, et il y avait 2 modules. Un module c'était la démocratisation de l'escrime, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'était amener du matériel extrêmement dans des clubs naissants ou en zone géographique difficile pour permettre aux enfants de pratiquer. Donc c'était uniquement destiné à l'initiation. Donc du coup on a fait 20 opérations, un peu plus de 20 opérations, et beaucoup de sociétés, de fondations, d'entreprises, de concessionnaires nous ont suivis. Et la deuxième opération, c'était envole-toi. C'est un terme technique à l'escrime qui veut dire, prends ton envol. C'est même pas de l'escrime, c'est l'autre opération, c'était envole-toi, c'était permettre à 4 jeunes qui ne sont pas encore détectés, qui ne sont pas en pôle ou qui ne sont pas en équipe de France, c'est de leur amener de l'expertise au contact de championnes internationales par le biais de stages, par le biais du matériel, avec un double projet. Et donc du coup, j'ai fait ça pendant 8 ans, et c'était un pilote. Et ce pilote était destiné à créer mon académie, chose que je fais maintenant. Donc voilà, donc on va amener sous peu. Je pourrais revenir parler de cette académie qui développera en fait 5 programmes différents autour des valeurs de l'escrime, de l'échange Europe internationale et de la formation et de l'élite. Ok. Une question de Karine. Tes impressions suite à ton rôle de porte-drapeau au dernier JO? J'allais la poser celle-là. C'était magique. C'était magique, et surtout j'étais intégrée dans, je dirais, souvent les gens disent ah oui mais t'as un palmarès incroyable, et les gens, certains, même dans le milieu du sport, ça intimide. Donc moi je suis quand même quelqu'un de timide, et lorsque je rencontre un timide, ça me ralentit. Et donc du coup, du fait d'être un peu capitaine d'équipe et pas en drapeau, ça me donnait en fait la légitimité d'aller voir tout le monde, et j'ai pris plaisir parce que en étant en fait capitaine d'équipe, je ne suis pas allée voir que ceux qui gagnaient, je suis allée aussi parler à ceux qui perdaient, et par rapport à mes 5 jeux, j'ai connu la victoire, toutes les médailles, or, argent et bronze, et j'ai connu aussi la médaille en chocolat. Et aller voir un sportif qui avait un niveau, qui aurait pu ramener une médaille, qui perd, qui est au jeu, souvent en fait on l'oublie. Il est seul, il est géré dans le village. Ben j'ai pu aussi, de par mon rôle, avoir la légitimité de pouvoir lui dire écoute, je suis passée par là, ça fait très très mal. Souvent les faux amis, enfin les amis disparaissent et deviennent des faux amis.
il y a une épuration autour de toi. Ce sont des petites choses qu'on découvre et qui font mal, mais lorsqu'on est préparé, on peut le dire avec une certaine franchise et être capitaine d'équipe, ça a été aussi ça pour moi et donc du coup, pour moi, ça a été une expérience magnifique. Ça n'arrive qu'une fois et je pense que voilà, j'ai terminé en étant capitaine d'équipe et pour moi, ça restera un moment très magique. Alors moi justement, avant qu'Amel enchaîne, une petite question, qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a proposé de l'être? Laisse Tanguay, donc je voulais en fait me préserver pour ne pas être déçue. Donc lorsque on m'a averti, lorsqu'on nous a appelé par rapport à justement la manière dont ça s'était passé, j'avais soumis l'idée aussi que les deux prétendus en fait soient avertis avant tout le monde et que on lâche pas en fait l'information comme une bête en pâture. Parce que c'est pas facile en fait pour la personne qui n'est pas sélectionnée, parce que chaque personne se dit c'est quand même un moment, c'est tous les 4 ans, on ne sait pas si on va repartir sur des Jeux Olympiques, donc c'est un respect. Et donc du coup on nous a appelés tous les deux et on a pu en fait échanger, on a pu se féliciter, s'encourager et après aller en fait au devant des médias pour parler de notre joie et c'est vrai que ça a été un moment où j'étais sur ma terrasse de café à bord du thé avec mon mari et là je me suis dit voilà, ça y est, je ne vais pas rêver d'un poste. Voilà, c'est un poste c'est un moment de fierté, une reconnaissance et c'est pas donné à n'importe qui et c'était l'escrime, donc j'étais fière. Amel, encore une petite question pour toi? Oui, une dernière de Cédric. Comment as-tu réagi lorsque notre premier ministre des Sports, notre ministre des Sports t'a pris pour une judokate? C'est bien celle-là. Ça, c'est parler. Non, en fait, je suis en fait à cette époque et je l'avais rencontré. J'étais encore présidente du comité de lutte contre la discrimination parce que ça va. Je dis j'étais parce que ça va changer. Il y a une refonte au niveau des différents comités. Et donc du coup, lorsque je suis partie au JO, j'avais déjà rencontré en fait Valérie Fournero et on avait échangé sur mes activités, je dirais. Du comité du comité qui travaille contre la lutte contre les discriminations. Donc pour moi c'était une erreur, un lapsus, mais la seule chose c'est que elle savait pertinemment que j'étais Laura CCL Escrime et en fait elle pensait à plusieurs choses et voilà, ça a été un peu facile pour les médias ils cherchaient une petite boulette parce qu'elle venait juste d'arriver, mais je l'ai pas mal pris parce que j'avais déjà rencontré. Et puis mais c'était quand même légèrement comique, mais bon, c'était un lapsus, ça arrive. Après voilà, Valérie Fourniron, elle est quand même elle ne m'aurait pas encore rencontré, que peut-être que j'aurais pu mal l'interpréter, mais là vraiment j'ai souri parce que je l'avais déjà rencontré à plusieurs reprises. On avait fait un travail sur le comité, donc je savais personnellement qu'elle savait que j'ai repris dans tel escrime. Et puis c'est vrai que c'est quand même une ministre qui s'implique beaucoup dans le sport et notamment dans le sport au féminin et son développement, donc on ne peut pas critiquer Valérie Fourniron, je suis contre. Oui, tout à fait. C'était un médecin qui travaillait, qui a travaillé avec le volley, qui a travaillé avec le canoë, donc elle avait quand même une culture du sport, donc voilà, pour moi c'était juste une petite erreur, mais sans conséquence. Puis il y a eu l'émotion, il y a eu plein de choses, et bon, on peut pas non plus demander de retenir les sports de 80. Je vous dirais, c'est une grande sportive dans l'âme, et faire ses premiers jeux où tout le monde l'attendait, c'était récent. Forcément, je pense aussi que même pour une grande dame comme le ministre, c'était un moment, je dirais, lorsqu'on aime le sport, ben c'est un moment excitant, et donc je dirais dans l'excitation, ben les mots se chevauchent ou se dépassent, mais vraiment, il faut pas en tenir compte. Je suis tout à fait de ton avis, Laura. Amé, une dernière question peut-être? Oui, moi j'aimerais savoir pourquoi la guêpe? C'est un surnom en fait j'ai commencé l'escrime à 6 ans et demi et j'étais petite et menue comme ma fille et donc du coup j'avais pas souvent des tenues qui m'allaient à ravir
Et en fait, dès que j'ai commencé l'escrime, j'ai dit à mon entraîneur, je vais faire de la compète. Donc il a dit, ok, tu vas faire de la compète. Et lors de ma première compétition, il m'a dit, ok, tu ne connais trop rien, mais je te donne 2 consignes. Bon, allez, tu pars. Et tant que tu n'entends pas halte, tu continues. Et en fait, dans le sens littéral du terme, j'ai cloué la fille au mur parce qu'il n'y avait pas beaucoup de recul. Et il y a un homme qui est venu en fait de la Ligue de la Guadeloupe qui m'a vu en train de scotcher la fille au mur et j'avais pas entendu le halt. Donc je continuais et il s'est mis à rire et il a dit mais elle pique comme une guêpe et ça m'a collé à la peau. Sacrée belle D'accord. image. Ouais. Voilà. C'est pas Maya l'abeille, c'est Laura l'abeille en fait. C'est Non, je suis une guêpe, pas une abeille. Non, ouais, non. c'est presque On ne pareil. mélange pas les torchons et les serviettes. Non, C'est non, pas non. faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Alors, Amé, si c'est bon pour toi, Alex, si c'est bon pour toi, dernière petite épreuve qui dure 30 secondes, c'est bon pour vous les filles ou pas? Oui. Parfait. Ouais. Alors, juste avant cette dernière petite épreuve, j'aimerais juste rappeler que demain commence un événement absolument très, très important et capital. Ce sont les états généraux du sport féminin collectif. Et il faut qu'on en parle. On en a parlé avec Émilie Nenong la semaine dernière. Ça commence demain à Bourges, dès demain matin, jusqu'à vendredi soir, avec moult invités des médias du sport, des dirigeants, des sportives au féminin, donc notamment Céline Dumer, Camille Nendong, et on en passe, qui ça commence demain, et c'est en direct aussi sur Internet, sur une web TV, que nous on retransmettra sur RTS. Donc honnêtement, allez-y, ça va promettre du lourd. Et ça sera pour la promotion du sport au féminin qu'il faut en parler. Et demain soir, on aura Alex sur l'équipe 21 qui parlera aussi du sport au féminin. Merci Alex. Merci. Dernière petite épreuve pour toi Laura. Juste répéter une phrase. Parce que là, c'est facile. Même Alex, en tant qu'invité, elle avait réussi. Il faut te dire que ça devrait aller. Ça me rassure pas, hein. Mais puis Alex, en plus, elle aime bien quand je la chante, en plus. Alors, c'est simplement la phrase suivante, c'est ici Laura Flessel. J'écoute El Sport sur RTS Radio. Quand tu veux. Ici Laura Flessel. Après J'écoute El Sport. El Sport. Ouais, j'écoute. Ici Laura Flessel, j'écoute El Sport sur RTS Radio. SCL. Non, RTS. RT. Non, RTL, ils sont mieux payés que nous. RTS RCF. Radio. Radio. Ouais. Simplement ça. On recommence. Vas-y, je Ici t'en Laura Flessel. Après, je suis sur. J'écoutais le sport sur RTS Radio. Oui. Alors ici Laura Flessel, j'écoute. Non. Oh là là. T'inquiète pas, mais il y en a beaucoup qui galèrent un peu. Hein, c'est un peu Alors, non. J'écoute El Sport. Non, je suis sur El Sport. Merde. ouais, ou j'écoute ou je suis, je prends les deux, je prends tout. Hein, t'inquiète pas. Pardon ? Je suis, j'écoute, je prends, il n'y a pas de problème. D'accord, ici Laura Flessel, sur El Sport, sur STS Radio. Eh ben c'est parfait, tu vois, parfait. Alors, écoutez, c'est la fin de l'émission. Hein, on va juste remercier tous nos partenaires, donc que sont Femmes de Sport, que sont Une2.net, que sont l'UNSS France, que sont Life in Sport, PK1, le nouveau sponsor de la station qu'on salue aussi. Laura, je te remercie. C'était un grand plaisir pour moi ce soir. J'étais comme un gamin, honnêtement, je t'avoue. Parce que bon, mes premiers jeux pour moi, dont je me souviens, c'est Atlanta. Donc forcément, c'est toi. Et les derniers que j'ai pleuré, c'est toi. C'était en escrime en 2012. Donc voilà, tous mes jeux, c'est toi, Laura, finalement. Alors moi, je dirais merci aux filles, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Merci à toi aussi, merci aux partenaires et surtout merci pour le sport au féminin, merci pour la femme et les filles, je vais vous suivre maintenant. Eh ben, on les suit. Merci, Franchement, chérie. Merci. Les filles, un petit mot pour Laura avant qu'elle nous laisse. Oui, Alex? Alex, ou n'importe. Alex. Honneur à notre championne d'Europe Voilà. de France. Bah, Voilà. écoute, moi j'avais déjà eu l'occasion de te côtoyer et tu m'as confirmé ce soir que tu es une personne formidable, qui a beaucoup de cœur et de générosité. Donc bah félicitations pour tout ton parcours et tout simplement pour ta personne. Et puis bah je te souhaite une bonne continuation dans ta vie personnelle avec ton mari et puis ton ou tes enfants, je sais plus. Moi, je suis une fille. Une fille. Amé, Ouais, j'en t'as reste peur. Je sais que t'es encore, impressionnée, mais ouais, t'as pas je peur. suis impressionnée. Non, mais en fait,
Laura, mon papa était fan de Laura Flessel. Il est plus là aujourd'hui. Il serait super content de savoir que j'ai parlé à Laura. Très fier de toi surtout. Mais ouais, ça fait plaisir. Non, mais je suis vraiment émue, tu vois, parce que c'est une grande sportive comme on n'en voit jamais d'ailleurs. Et voilà, continue Laura à apporter le sport comme tu le fais, même si t'es plus la sportive qu'on voit à la télé, mais on sait que tu fais encore beaucoup de choses. Et voilà, on a besoin de personnes comme toi. Voilà. Merci beaucoup. Beaucoup Une d'émotions. longue carrière à vous et on va suivre ça. Merci. Avec Merci. grand plaisir. Alors, juste avant qu'on se quitte, Alex, est-ce que tu veux annoncer l'invité de la semaine prochaine ou on attend, on dit pas? Vas-y, j'annonce. Vas-y, annonce. Alors, j'ai l'immense plaisir et la plus grande joie de vous annoncer la venue de Lucie Ignace, championne du monde 2012 de karaté. Ta copine. Oui. Eh ben, écoutez, rendez-vous avec Lucie et tu vois, Laurent, on restera dans les îles la semaine prochaine. On a pris l'habitude, on aime bien maintenant. La Réunion, c'est une belle île aussi, c'est vrai. Aussi. Allez, bonne soirée à tous. Rendez-vous donc Salut. avec Amé, Alex, Mimi, quand on sera de retour, Nina et Lucie, donc la semaine prochaine. Merci à Chris pour la technique. Bonne soirée, bye bye et ciao, bonsoir.